Chers amis, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous retrouver, consacrés à la place de la technologie et du numérique dans le secteur agricole. Et certains d'entre vous étaient avec nous sur le précédent webinaire dédié à la promotion des investissements agricoles en RDC et animé par l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc là, je vois sur cette réunion, je vois déjà deux intervenants. Donc, il s'agit de Ando Changachanga, qui est ingénieur agronome, et de Uri Goldman. Uri Goldman, Ando Changachanga se connecte depuis la France et Uri Goldman se connecte à partir de Tel Aviv en Israël. Donc, c'est un agriculteur israélien qui a une expérience avec la RDC, qui connaît le milieu congolais, donc pour avoir vécu dans le Katanga et dans le Kasaï oriental. Alors, je voudrais d'entrée de jeu vous prévenir que les différents participants, donc il y a le professeur Kizungu qui va se connecter d'un moment à l'autre, il y a l'ingénieur Alexis Malou à partir du Canada, de Montréal au Canada, qui lui aussi a fait une vidéo. Donc, nous avons au total 4 vidéos des 4 intervenants que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, le Bilanga Betu, marché de la RDC, et même les replays des précédents webinaires, vous pouvez les retrouver là-dessus. Donc, je commence par remercier les participants, les intervenants, pardon, qui ont pris le temps de nous enregistrer des vidéos très intéressantes. Très intéressantes. Vraiment, je vous les recommande. Vous allez me donner raison. Cependant, dans le cadre de ce webinaire, comme on l'a expérimenté hier avec l'OCC, aujourd'hui avec l'ANAPI, il est évident que l'interaction ou l'interactivité doit prédominer. Donc, les vidéos sont disponibles, mais je vois déjà qu'il y a Uri Goldman, il y a Ando Changachanga, à qui nous allons donner la parole, peut-être pour une synthèse, bien sûr, des vidéos, parce que, bon, les vidéos, on va les projeter, mais alors que les intervenants sont là, on va peut-être les faire parler brièvement et les participants vont poser des questions et c'est cette interaction que nous voulons. Donc, l'avantage des vidéos, c'est qu'elles sont un peu plus détaillées parce que dans le laps de temps nous imparti, on ne peut pas tout dire et les vidéos, nous pouvons les suivre, les préenregistrements, nous pouvons les suivre à notre guise. Vous voulez suivre pendant que vous êtes disponible dans la matinée, dans la soirée, voilà, les enregistrements sont disponibles. Donc, je vais directement commencer. Je vois bien Uri Goldman. Je voudrais m'assurer que Ando, ingénieur Ando, est-ce que vous nous entendez? Ah ouais, c'est vrai que le micro de Andoche est fermé, est éteint. Voilà, nous allons commencer avec Uri Goldman. Uri, est-ce que je t'ai présenté très brièvement, mais
tu es libre d'ajouter des détails sur ta présentation et de nous résumer le sujet. Ta vidéo existe bel et bien, nous l'avons reçue et nous allons la mettre en ligne. Ceux qui voudront avoir plus de détails vont la suivre. Mais ton parcours, ton expérience nous intéresse dans la mesure où tu as vécu, tu as travaillé en RDC, tu connais le milieu congolais et voilà, Israël, en matière de technologie agricole, Israël a fait ses preuves et donc justement, c'est ce mariage d'être en Israël, d'être israélien et puis d'avoir vécu en RDC, de connaître le secteur agricole, la réalité congolaise en matière d'agriculture. Donc, voilà, je pense que nous pouvons commencer. Tu as la parole. Bon- bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, oui, très bien, impeccable. Ah, et voilà. Donc, selon la formule consacrée, chers amis agriculteurs et agricultrices, chers membres de Bilinguer et tout, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Serge, merci de me faire cet honneur de m'inviter à parler des technologies et du numérique dans l'agriculture. Je vais tenter de résumer ce que j'ai dit dans la capsule de 15 ou 20 minutes. Je viens donc d'Israël, où où j'ai été membre d'un kibbutz pendant plusieurs années. Je suis devenu réellement un agriculteur lorsque je suis arrivé en Israël. C'était la réalisation d'un rêve. Donc, je suis un agriculteur par passion. C'est le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Et lorsque je suis arrivé en Pardon, Israël, Ouri, oui, tu peux expliquer ce qu'est un kibbutz pour ceux qui ne le savent pas, oui. bien, bien sûr, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai décidé d'immigrer en Israël depuis la Belgique, j'ai choisi un programme d'immigration et d'acclimatation, on va dire, au pays d'Israël dans un kibbutz. Le kibbutz est un village communautaire dont l'activité économique principale est en général, et pour plus de 90% des kibbutz en Israël, une activité agricole. Ce sont des fermes communautaires qui ont été nécessaire. Le modèle a été créé un petit peu avant 1948 avec le kibbutz d'Egania, qui est le plus ancien kibbutz en Israël, parce qu'il faut savoir avant les années modernes d'Israël, on va dire à partir de 1955-1960, il faut savoir qu'ici, c'était marécage, ronces et épines, comme il est dit dans la Bible, et il y avait des décès d'enfants en bas âge, il y avait également la malaria, donc il a fallu assainir le pays. Le pays était un tout jeune pays sans argent, pratiquement sans armée. Je pense que la première guerre a été faite avec un ou deux avions et a été remportée, mais avec uniquement un ou deux avions. Et donc, il a vite fallu trouver un modèle économique pour nourrir tout le monde et pour assurer la sécurité de tout le monde, la sécurité du territoire et la sécurité des habitants du nouvel État en 1948. Et c'est la raison pour laquelle des villages communautaires ont été créés où tous les membres amenaient aux autres membres ce dont ils avaient besoin et en échange, ils recevaient ce que eux avaient besoin. Donc, j'ai choisi d'immigrer en Israël au kibbutz où je suis resté pratiquement 5 années et où j'ai commencé, je ne me gêne pas de le dire, au bas de l'échelle. Ça veut dire qu'au début, mon job, c'était de monter les canaux d'irrigation. Vous connaissez fatalement les célèbres gouttes à gouttes ou les sprinklers. Et donc, mon job au début était de monter les systèmes d'irrigation avec les autres. Et puis ensuite, j'ai supervisé le montage des systèmes d'irrigation. Ensuite, j'ai supervisé leur mise en route et leur fonctionnement correct. Et au fur et à mesure des échelons, je me suis, où j'ai appris, je me suis retrouvé numéro 2, donc responsable des opérations pour 430 hectares de blé, 25 hectares de patates douces et 25 hectares d'arachides.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle en tant que collègue agriculteur ou candidat agriculteur et non pas depuis un nuage ou une chaise de professeur. Voilà. Je vous remercie du canal qui m'est donné pour vous parler des nouvelles technologies. Et je vous propose de commencer par une nouvelle technologie, par une technologie en tout cas qui peut être utilisée désormais au Congo, c'est le goutte à goutte. Alors le goutte à goutte a plusieurs avantages. Il vous permet de donner une quantité d'irrigation qui est déterminée à l'avance. Il vous permet également d'amener l'irrigation à l'endroit où vous en avez besoin, ça veut dire à proximité directe du système racinaire. Ensuite, vous pouvez également, voilà, petit Israélien congolais qui vient vous dire bonjour. Non, 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 ça non. En plus d'utiliser l'eau de la manière la plus efficace qui soit, vous pouvez également coupler un récipient dans lequel vous allez mettre des engrais solubles. Et lorsque l'eau va passer, l'eau du système de goutte à goutte va passer de la citerne, après le filtre va venir dissoudre dans cette cuve l'engrais et va répartir l'engrais de façon uniforme dans votre champ grâce au goutte à goutte. Et je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ce système de goutte à goutte. Je peux juste vous dire que, d'ailleurs, vous le verrez dans le petit cours de 15 minutes sur YouTube, où j'explique que le goutte à goutte peut être adapté aux arbres fruitiers, il peut être adapté à tous les types de cultures maraîchères. Et comme je vous l'ai dit, donc je reprends les points principaux. Il vous permet d'utiliser l'eau avec raison et intelligence, on va dire, puisque vous utilisez la quantité d'eau qui est requise exactement pour ce type de plante. L'engrais est distribué à l'endroit où il doit l'être dans les proportions nécessaires. Et comme je le signalais, les systèmes commencent à se vendre au Congo à des prix relativement accessibles. C'est un effort que je fais non seulement pour mes collègues agriculteurs, c'est un effort auquel je consens non seulement pour aider mes collègues agriculteurs, mais aussi parce que je crois sincèrement qu'il est temps de devenir raisonnable au niveau des profits qui sont faits par les entreprises étrangères. Et il vaut mieux vendre 10 fois il vaut mieux vendre à 10 personnes différentes en gagnant 1 franc que de vendre, comme précédemment, une fois à une personne en gagnant 10 francs. Voilà, je pense que c'est la nouvelle, ça résume assez bien le nouveau type de business qu'il y a au Congo. Serge, nous avions parlé d'interaction. Je voudrais savoir s'il y a des questions sur le goutte à goutte, parce que je voudrais déjà passer au sujet suivant. Non, je pense que tu peux faire ta présentation, terminer, et puis nous allons recevoir des questions. D'accord. Ça sera. C'est parfait, je vous remercie. Je voudrais ensuite vous parler des semences améliorées. Les semences améliorées sont à ne pas confondre avec les OGM. D'ailleurs, en Israël, l'utilisation des OGM est proscrite pour une simple raison qui est que vous pouvez très facilement contaminer un champ qui est non OGM. À ce moment-là, vous aurez un hybride OGM, non OGM, et vous allez polluer les générations suivantes en mangeant de l'OGM, ce que certaines personnes ne veulent pas. Je suis une de ces personnes qui est contre les OGM et je pense fermement que c'est une catastrophe biologique que de laisser courir dans la nature ce genre de choses. Donc, nous parlons ici de semences améliorées. Pour vous définir ce qu'est une semence améliorée, imaginons que vous soyez… Je ne vais pas prendre l'exemple de la ville de Kinshasa pour les tomates parce que il n'est pas adapté. Imaginons que vous vouliez faire pousser des plants de tomates dans le Katorga, par exemple, que je connais. Dans le Katorga, vous aurez la saison des pluies et donc à partir du mois de novembre, vous pouvez avoir des repiquages de plantules dès le mois de novembre et ces plantules peuvent échouer simplement parce qu'il y a une maladie qui est déjà dans le sol et je ne vais pas vous apprendre qu'il y a plusieurs maladies de la tomate.
dont une, je ne connais pas le nom en français, mais cette maladie qui fait pourrir l'intérieur de la... Lorsque vous arrachez le plant, vous voyez que le tube de la branche principale est complètement pourri, ce qui empêche l'eau d'arriver et fatalement la plante est un échec complet puisqu'elle n'a même pas donné son premier fruit. Et bien, il faut savoir que, imaginons qu'en Israël, par exemple, nous ayons isolé une plante qui est résistante à cette maladie. Imaginons que nous ayons trouvé une autre plante qui est résistante, un autre plant de tomates. Hein. On ne parle pas de croisement. La Bible interdit formellement les croisements. On en parlera, c'est un autre sujet, mais dont on peut parler plus tard pour ceux que ça intéresse. On va faire un croisement entre cette plante dont la particularité est de particulièrement bien résister au stress hydrique. Et nous allons... Pardon, hein. Je vais demander aux participants d'éteindre leur micro. Hein. Suivons calmement et attentivement l'intervenant. Imaginons, je reprends, que nous ayons pu isoler une plante qui est résistante à cette maladie, donc isoler les caractéristiques génétiques. Imaginons que nous avons isolé les caractéristiques génétiques d'une autre plante qui résiste particulièrement bien au stress hydrique. Eh bien, nous allons croiser ces particularités génétiques jusqu'au moment où nous aurons une plante qui est résistante au stress hydrique et résistante à cette fameuse maladie. On peut faire ça avec beaucoup de choses. On fait également ça avec des arbres. Imaginons que votre voisin a un citronnier qui produit des citrons d'une taille extraordinaire. Vous aimez ces citrons. Vous n'aimez pas tellement d'arroser. Vous savez que les gens n'arrosent pas de manière régulière. Vous voulez également un arbre qui résiste au stress hydrique. Et vous voulez un arbre qui va faire pousser, qui va être feuillu. Eh bien, il va vous suffire d'isoler ces caractéristiques génétiques dans votre verger ou dans le verger de votre voisin, puisqu'en Israël, on travaille beaucoup ensemble. Les agriculteurs sont... ce n'est pas proprement parler une fédération, ce sont vraiment des questions d'entente de bon voisinage. Et donc, si mon voisin a une espèce dont je désire avoir les caractéristiques génétiques, eh ben, je n'ai qu'à me tourner vers lui, à moins que ce soit que son travail d'être un semencier et de créer de nouvelles espèces, eh ben, il y a de fortes chances que mon voisin, par amitié, par sympathie pour moi et par sympathie agricole, va me laisser prendre des graines chez lui. Je vais croiser ces graines jusqu'au moment où je vais avoir un arbre qui est feuillu, qui me donne de gros fruits et qui est résistant au stress hydrique. Donc, vous comprenez le pourquoi de l'utilisation des semences améliorées. C'est particulièrement utile pour les plants de tomates, puisqu'on fait aujourd'hui des plants de tomates qui sont résistants à plusieurs maladies et qui évitent donc les pulvérisations intempestives et éventuellement inopportunes. Voilà, puisque, comme vous le savez, les produits chimiques sont particulièrement dangereux à manipuler quand ils sont concentrés. Donc, il est bon, et particulièrement au Congo, bien sûr, puisque les gens n'ont pas énormément de respect pour les règles de sécurité, sans savoir malheureusement à quoi ils s'exposent. Mais les produits chimiques sont très dangereux lorsqu'ils sont concentrés dans des bouteilles de 1 litre. Imaginez-vous, il y a certains champs qu'on pulvérise en Israël et on verse 1 litre pour 2000 litres. Donc, ça veut dire qu'on va pulvériser 20 hectares, on va pulvériser 2000 litres sur ces 20 hectares et on va diluer une bouteille d'1 litre de produits chimiques dans 2000 litres. Donc, même une micro-goutte qui va venir, qui va atterrir sur votre bras ou sur votre main, va aller détruire le matériel génétique qui est à l'intérieur de vous et peut vraiment vous faire des problèmes. Donc, si je peux souligner quelque chose, vraiment, chers amis agriculteurs, quand vous-même ou vos travailleurs manipulent des produits chimiques, vraiment avec la plus grande précaution. Ça peut faire des dégâts que vous n'imaginez pas. Le docteur Mbaye voit bien sûr de quoi je parle et je vous garantis que c'est vraiment, je crois que si vous devez retenir qu'une chose de cette intervention, c'est que les produits chimiques sont excessivement dangereux lorsqu'ils sont concentrés et même lorsque vous le pulvérisez. Donc, ces plantes, ces semences avec une génétique améliorée vont nous permettre d'utiliser les produits chimiques de manière plus raisonnable
et ils vont également nous permettre d'avoir de meilleures récoltes. Peut-être avez-vous déjà vu des fruits, fruits et légumes en Israël. Eh bien, il faut savoir que nous avons des tomates bleues, nous avons des concombres jaunes, nous avons toutes sortes de... Et donc, ce sont chaque fois ce n'est pas génétiquement modifié. Nous avons aussi les baby fruits, les baby vegetables. Ça veut dire qu'il y a parfois des concombres qui ne sont pas plus grands que ça, des poivrons qui devraient être ce qu'on appelle des poivrons, des bloquis. Donc, les bloquis qui devraient faire cette taille, ben, vous avez des bloquis qui sont pour des bloquis pour des bloquis nains. Voilà. Et ça, ce sont toutes sortes de choses un peu farfelues que les Israéliens ont fait, puisque dans le fond, s'il y a des gens pour les acheter, pourquoi ne pas les vendre? Exit les semences améliorées. Par contre, je relie ça à l'utilisation des serres, qui est le troisième, qui est, à mon sens, la troisième chose la plus importante lorsque vous décidez d'investir dans un système d'irrigation et dans des semences améliorées. Je reviens brièvement sur les semences améliorées. Il faut savoir que les semences, la différence de prix entre les semences améliorées et les semences traditionnelles, on va dire, donc les semences qui sont reprises d'une culture précédente, qui sont séchées et qui sont mises en vente, on parle d'environ entre un facteur 15 et un facteur 20. Donc, ce qui signifie que si vous pouvez acheter 1000 semences de tomates pour 5 dollars ou pour 13 dollars à Kinshasa, et bien, des semences améliorées en Israël, vous pourrez les trouver des semences israéliennes qui se vendent en RDC vont se vendre dans les 80 ou 90 dollars. Il faut savoir qu'ici en Israël, il y a certaines semences qui atteignent 0,25 dollars la pièce. Donc, ça fait, que, si je ne me trompe pas, ça fait 250 dollars les 1000 semences. Ce sont des variétés très particulières qui ont un goût particulier, qui ont une forme particulière. Il y a, par exemple, pour les tomates bif, vous avez des calibres. Vous avez des chaînes de restauration qui veulent travailler avec certains calibres. Et donc, les semences sont pratiquement faites sur mesure pour eux. Laissez-moi revenir également sur une notion très importante qui est au niveau des semences améliorées. Il faut savoir qu'en Israël, il y a quelques années, un de mes camarades a isolé la particularité génétique chez le concombre, si je ne m'abuse, qu'on appelle parthénocarpe. Qu'est-ce qu'un concombre parthénocarpe et pourquoi est-ce que les prix de semences de concombre sont, encore une fois, entre 15 et 25 fois plus élevés que ce que vous pourriez trouver sur le marché? Eh bien, simplement parce que ce concombre parthénocarpe a la particularité de ne pas nécessiter d'abeilles pour la pollinisation, pour ceux qui cultivent en serre. Vous savez, quand on passe avec une raclette pour que les pollens des fleurs se mélangent, eh bien, le parthénocarpe n'a pas besoin de cette manipulation et donc le rendement est nettement meilleur puisque une fleur égale un concombre. Alors que, rendez-vous compte, ici en Israël, on est des mangeurs de concombres et avant, c'était plus ou moins une plante égale un concombre. Aujourd'hui, une plante est égale à peut-être 20 concombres ou 25 concombres ou 30 concombres si vous parvenez bien sûr à la faire monter, à la mettre éventuellement sur une treille. Tant que la plante pousse et qu'elle fait des fleurs, le parthénocarpe permet d'avoir une fleur, un fruit, pour le dire comme ça. J'ai comme troisième sujet le sujet des serres et je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Les serres sont peut-être les serres font partie d'une catégorie d'investissement plus élevée parce qu'elles demandent un entretien. Il y a du plastique qui peut se déchirer avec le vent, la pluie, le vandalisme, ça peut également arriver. Mais par contre, elles vous permettent de cultiver des tomates, par exemple, je parle de Lubumbashi, hein, je reviendrai très brièvement sur la culture de la tomate à Kinshasa. La culture de tomates décalées, ça veut dire que vous êtes capable d'arriver sur le marché avec des tomates au moment où personne n'en a, ou en tout cas très peu de personnes qui sont certainement des gens comme vous travaillent sous serre. Eh bien, vous pouvez, à Lubumbashi, en fait, je me rappelle vers 2015 ou 2016, on vend une caisse de tomates entre 7 et 19 kilos, 20 000 francs. Et je peux vous dire, 20 000 francs, attention, en 2016, le franc est à 900. En 2015, le franc est à 900 ou 930. Hein, il n'est pas à 2000 comme aujourd'hui.
Donc, on a la caisse de 17-19 kg à 20 000 francs. Et en période de pluie, ça veut dire le moment où il est pratiquement inutile de planter des tomates en plein champ, ou à l'époque de l'hiver, ça veut dire où les plantules des tomates en particulier ne peuvent pas être repiquées parce que les températures ne vont pas permettre à la plantule de se développer normalement. Donc, vous ne pouvez pas repiquer. Vous pouvez repiquer en général pour le Lubumbashi, pour ceux qui font pousser les tomates, ils vont trouver dans ce que je dis. Vous pouvez commencer vraisemblablement à partir de la deuxième quinzaine d'octobre, enfin entre le 15 et le 30 octobre, mais nous, on prenait en général comme date de début, le début novembre. Voilà. Parce que, et alors en juin-juillet, c'est totalement proscrit puisque les plantes ne vont tout simplement pas se développer. Cultiver sous serre, comme je vous disais, quand vous pouvez livrer le marché à contretemps, c'est-à-dire en contrôlant la température à l'intérieur de la serre ou la quantité d'eau que vous laissez arriver à proximité de vos plants de tomates. La tomate n'aime pas d'être inondée, ça étouffe les racines, ça amène toute une pile de maladies et peut vous donner une plante qui va peut-être, si vous avez la chance, elle va donner 1,5 kg ou 2 kg, alors qu'elle pourrait en donner 5 ou 6, hein, avec les semences dont on parle et sous serre. Bon, il y a d'autres Israéliens qui vont vous dire que le plant peut donner 20 kg. Ben voilà, moi je peux vous dire aussi qu'un plant peut donner 30 kg. Seulement, ce n'est pas la réalité. Je vous parle de l'expérience que j'ai. Un plant, vous pouvez escompter 4 kg, 5 kg si vous vous débrouillez bien. Il existe plusieurs techniques. Il existe des techniques lorsque vous ne voulez pas trayer d'enrouler, à vrai dire, de chaque fois que la plante donne et que les fleurs ont donné leurs fruits, et bien vous détachez la plante du tuteur, on va l'appeler comme ça, ou de la treille, vous enroulez la racine, enfin vous enroulez la tige en fait, et vous allez faire pousser la plante indéfiniment. Je connais des personnes qui travaillent à Lubumbashi avec ce système et qui arrivent à 5 ou 6 kilos par plant tomate. Donc, on est très loin des agriculteurs qui n'arrivent malheureusement pas toujours à un résultat, qui ont parfois un demi-kilo, 1 kilo et demi. Voilà. Donc, la serre, maintenant, je vous ai bien fait attendre pour savoir combien on vend la caisse. Eh bien, la serre, elle va vous permettre de vendre à contretemps. Donc, quand le marché est au plus haut, puisqu'il manque de tomates, et je me rappelle que toujours avec le franc à 900 ou 930, on arrivait à des caisses de 17-19 kg. Donc les caisses faisaient plutôt 17 kg que 19 et elles étaient plutôt vendues dans les 300 000 francs, entre 45 et 60 000 francs. Donc vous imaginez que même si vous avez dû consentir à un investissement pour votre serre, vous récupérez pratiquement en une culture, puisque vous pouvez tenir les plants de tomates, si je me rappelle bien, dans le catalogue, on les tenait jusque 4 ou 5 mois, hein, quand même, quand c'est bien fait. Je parle entre le moment du repiquage, donc on prend la plantule, et le moment où la courbe de récolte commence à diminuer. Vous devez à ce moment-là avoir votre autre champ qui est déjà prêt, repiquer les plants, parce que vous savez que dans 4 semaines, les premiers plants que vous avez identifiés comme étant en cours de production descendante, eh bien, dès que ces 4 semaines vont être terminées, vos plantules, dans 4 semaines, elles vont commencer à donner. Et donc, vous pouvez avoir une culture, une capacité constante de fournir vos clients. Et c'est bien sûr ce qui vous donne accès à des clients, excusez-moi, c'est bien sûr ce qui vous donne accès à des clients qui sont plus, je ne sais pas s'ils sont plus institutionnels, mais en tout cas avec plus d'argent et qui demandent de la qualité. Et surtout, par exemple, pour des mining, eux, ce qui compte, c'est d'être constant. Quand vous avez un mining qui doit nourrir 8 ou 10 000 personnes tous les jours, du côté de Kolwezi, eh ben, ce sont déjà avoir la mauvaise surprise d'apprendre par leur fournir les tomates que vous avez prévu leur donner, peu importe les raisons, ils s'en foutent complètement. Cette serre, elle va vous permettre plusieurs choses. Elle va vous permettre de préserver vos plants, quels qu'ils soient. Ça peut être des choux, des salades, de la tomate, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Ça va vous permettre de préserver vos plants, premièrement, des ravageurs, puisque la serre est un espace fermé. Ensuite, je vous prie de m'excuser. Bon, pour la majorité, on est tous des parents. Je vous prie de m'excuser pour cet interlude.
la Pardon, serre va isoler. Uri, excuse-moi. Euh, euh, voilà, c'est déjà très intéressant. Je rappelle qu'il y a une vidéo qui est en ligne. C'est Donc, ça. si on peut déjà avancer et, de manière brève, si tu peux conclure peut-être sans développer forcément en détail certains autres points, Bien comme sûr. ça, on va partiellement projeter. En fait, on a préféré t'avoir en direct parce que tu es connecté. D'accord. Projeter en fait, partiellement les vidéos de deux autres intervenants et on va D'accord. prendre les questions et tu pourras certainement répondre à toutes les questions hein, si les autres sont absents. Parfait. Donc, si on peut conclure et puis voilà. Je vais conclure brièvement en vous annonçant la bonne nouvelle, c'est que je travaille sur un projet qui va rendre les serres disponibles en RDC en utilisant des matières premières qui viennent de la RDC, qui ne sont pas le plastique, bien entendu, que je devrais toujours acheter à l'extérieur, mais ces serres vont être sous peu disponibles, fabriquées avec des matériaux qui viennent de la RDC et qui seront également montés par des Congolais qui vont se spécialiser dans le montage nécessaire et à partir de ce moment, on évite les frais élevés d'importation. Les produits sont fabriqués sur place, on fabrique congolais. Donc, c'est ce dont nous allons parler, où je répondrai à vos questions concernant les serres après avec grand plaisir. Voilà. Je vous remercie du temps de Ouais, parole qui m'a été donné. merci Ouri. Les participants réclament déjà te contactent. Est-ce que tu autorises que te contact soit partagé? Comment tu aimerais qu'on procède pour ceux qui veulent te contacter? Oui, oui, bien sûr. Je vois dans le chat. Je vais lire maintenant. Oui, ouais, donc dans le chat, pourras, voilà, tu pourras répondre, écrire dans le chat. Hein. Donc, merci Ouri pour ta brève, on la considère comme une introduction, hein, ta brève introduction. Donc, tu as une vidéo de 22 minutes, on va retrouver sur les réseaux sociaux du marché agricole d'Ilangabe. Tout pour ceux Très qui bien. ne savent pas, ces webinaires sont organisés dans ce cadre-là. Le marché présentiel a eu lieu la semaine passée, donc du 19 au 25 juillet. Et cette semaine, nous sommes en train de clôturer avec le marché virtuel ou le marché en ligne. Donc, merci d'être présent. Donc, on va demander déjà dans les commentaires, les gens pensent que c'est très intéressant ce que tu as développé. Donc, ils vont compléter les autres détails. Jessica, est-ce qu'on peut projeter la vidéo vraiment partiellement parce que ce sont des vidéos aussi intéressantes qu'on va trouver sur les réseaux sociaux et les gens sont impatients pour poser des questions. Est-ce qu'on peut projeter la vidéo de l'ingénieur Alexis Malou ou Ando Shangashanga suivant la disponibilité? Oui, je projette celle de l'ingénieur Alexis Malou. Merci, Jessica. Bonjour, mon nom est Alexis Robert Malukana, je suis ancien du collège Mobutu et Allô, Serge je pense que le n'est pas le bon. la technologie, le numérique. Jessica, je crois que nous avons une difficulté. On reçoit le son, mais l'image, non. Hein.
Donc, est-ce qu'on pourrait procéder comme c'était hier, je crois, c'était à partir de YouTube que vous avez, que tu as lancé. Sur YouTube, ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. Je vais retenter de partager à partir de l'ordinateur. OK. Je suis de formation ingénieur, mais aussi une formation. Alors, quand on parle de l'agriculture au Congo, on ressent toujours le paradoxe. Le paradoxe, c'est que la RDC est un grenier agricole avec un potentiel productif énorme au niveau de toutes les spéculations qu'on peut se connaître, tant au niveau de l'agriculture vivrière qu'industrielle. Et de l'autre côté, la population n'a pas accès à la nourriture. Alors, qu'est-ce qui explique ces paradoxes? Évidemment, il y a plusieurs paramètres qui l'expliquent. On va essayer d'en retenir quelques-uns, dont notamment l'enclavement des zones de production agricole. Nous savons que les grands centres de production agricole sont à l'intérieur et que par manque de voies de communication, cela empêche à ce que la production atteigne les centres de consommation. Il y a aussi la croissance démographique, notamment l'augmentation de la population crée une pression sur la terre et sur les ressources. Alors, cela constitue également un frein parce que les terres qui sont destinées à l'agriculture sont partagées aussi pour permettre l'urbanisation de cette population croissante. Il y en a d'autres facteurs pour cela. Alors, investir dans la technologie, ça peut être l'une des solutions. Parce que, comme on vient de voir ici, l'agriculture, l'émergence de l'agriculture tient compte de plusieurs paramètres. Donc, nous allons nous atteler ici sur les nouvelles technologies pour voir comment est-ce qu'elles peuvent améliorer la productivité agricole. Alors, on est dans un contexte national où, comme on l'a dit, donc, la population croît et les ressources disponibles sont très maigres, ce qui fait que finalement la population n'a pas accès à la nourriture. Alors, nous sommes dans un pays où, vous savez, il y a plusieurs programmes qui existent, les PAM, etc. Mais ayant travaillé sur le terrain pendant 2 ans, je peux affirmer ici que ces investissements touchent très faiblement les personnes qui travaillent dans le domaine agricole. Alors, ce qui fait que finalement, la production est très réduite par rapport au potentiel que peut représenter nos terres arables. Le challenge, c'est d'arriver à produire plus pour nourrir toute cette population. Alors, c'est là que pour nous, peuvent intervenir donc les nouvelles technologies par l'optimisation de la production et aussi par la transformation du modèle agricole actuel. De notre pouvoir, ayant fait 2 ans d'agriculture pêchère en RDC, je peux affirmer aussi que l'agriculture est là encore primitive, c'est-à-dire que le travail se fait à la houe, à la main. Alors, comment ces nouvelles technologies finalement peuvent aider à booster l'agriculture chez nous? Quand elles sont utilisées comme outils de gestion numérique, elles peuvent permettre par exemple l'accessibilité permanente et la précision des données pour essayer de rationaliser les performances agronomiques, réduire les efforts physiques. On vient de le voir qu'on a encore au niveau de l'agriculture productive et accroître la productivité, on va dire aussi, mais et surtout favoriser la diversification.
On verra un peu plus loin avec des exemples plus concrets. Donc, les nouvelles technologies vont être au service de la transformation des cultures. Et c'est un point sur lequel j'ai toujours mis un accent pour dire que nous sommes dans un modèle agricole où on transforme très peu. Les légumes qui quittent les champs arrivent tels quels chez le consommateur, chez la personne qui va consommer finalement le produit final, qui n'a subi aucune transformation. Alors, la nouvelle technologie peut être également cet outil-là qui va être vraiment au service de la transformation. Alors, vous comprendrez que l'utilisation de ces nouvelles technologies va créer une nouvelle génération d'agriculteurs. Et qui dit nouvelle technologie dit connaissance. Et la plupart, nous le savons tous, de nos agriculteurs sont analphabètes. Ce sont des gens qui n'ont pour la plupart pas eu accès à l'éducation. Donc, c'était notre challenge aussi pour les nouvelles technologies, d'offrir justement ce genre de formation pour mettre à niveau les agriculteurs afin qu'ils puissent utiliser efficacement et de façon efficiente ces nouvelles technologies. Alors, quand on parle de nouvelles technologies dans le contexte de la RDC, on voit à l'heure du temps, à l'heure des réseaux sociaux. Évidemment, les réseaux sociaux ici peuvent constituer un outil très très efficace. J'ai donné un exemple. Un producteur maraîcher qui est dans une coopérative et qui, au moment de la récolte, veut atteindre un plus grand nombre d'acheteurs, de consommateurs, en utilisant les réseaux sociaux, au lieu d'utiliser les publicités, les pancartes qui coûteraient plus cher. En utilisant les réseaux sociaux, il va gagner en temps. C'est un gain de temps, un gain d'énergie et aussi un gain de temps. Donc, gain de temps, gain d'énergie et voilà. Donc, c'est des gains qui s'accumulent comme ça et qui peuvent être bénéfiques au niveau de l'amélioration du circuit de commercialisation. Donc, au niveau des valeurs ajoutées, donc c'est un plus que cela peut apporter au niveau de l'agriculture chez nous. Alors, ces nouvelles technologies aussi peuvent nous aider, surtout les coopératives agricoles, à créer une base de données où on a des informations sur tous les producteurs, sur les différents types de cultures qui sont mises en place, les temps le moment de récolte, la quantité, le prix. Donc, un outil qui peut être efficace pour justement, comme je l'ai dit plus haut, améliorer les circuits de commercialisation et permettre que le produit puisse parvenir au consommateur dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions et en gagnant au niveau du temps et de l'énergie. Donc, on peut avoir aussi des équipements automatisés qui peuvent gérer automatiquement l'irrigation, par exemple, donc de façon contrôlée, l'irrigation, l'entretien, les désherbages et tout ça, les semis et aussi la récolte. Donc, ça encore, c'est une notion de gain de temps et d'énergie dont peuvent bénéficier les producteurs en utilisant les nouvelles technologies. Donc, à ce niveau-là, nous voyons que, comme on l'a dit, il faut une formation, il faut un investissement parce qu'il y a un coût à cela pour arriver à utiliser ces équipements automatisés. Et l'investissement, c'est important parce que, comme on l'a vu, l'agriculture dans le modèle actuel ne permet pas de générer suffisamment de revenus pour investir. Alors, il y a une responsabilité de l'État à ce niveau-là pour pouvoir booster l'agriculture en investissant massivement, mais aussi en mettant en contribution des institutions qui existent, nous avons les facultés d'agronomie,
nous avons des centres de recherche en agronomie, nous avons l'INERA qui est là, nous avons des centres de production sémencière, nous avons beaucoup d'unités qui existent, mais qui ne sont pas en symbiose pour pouvoir créer une synergie au niveau de l'intelligence qu'on peut mettre au service de l'agriculture. Et ça, je trouve vraiment dommage. Et pour avoir été sur le terrain, on est plus tourné vers des investissements extérieurs, des organisations internationales qui viennent en appui à ces agriculteurs, entre guillemets. Mais pourtant, nous avons un potentiel énorme à l'interne. Comme je l'ai dit, au niveau des universités, de facultés d'agronomie, au niveau des centres de recherche, etc., où toutes finalement les innovations qui en sortent peuvent bénéficier à l'agriculture locale. Donc ça, c'est un point de vue. Et d'ailleurs, moi, lors de mon passage en lycée, j'ai utilisé 10 étudiants de la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa. Et moi, le but, c'était de pouvoir allier la connaissance scientifique qu'apporteraient ces stagiaires-là et la connaissance empirique, l'expérience du terrain des agriculteurs. Et cette symbiose a créé quelque chose de formidable parce que finalement, il y a eu un échange. Et je pense qu'à plus grande échelle, si on doit utiliser des centres de recherche qui ont déjà des publications scientifiques avérées et on peut mettre justement ces connaissances-là au service de l'agriculture. J'ai parlé aussi de la formation. Effectivement, il faut une formation parce que ces outils demandent un certain niveau de connaissance et il faudrait qu'il y ait une organisation qui puisse permettre aux producteurs agricoles d'accéder à ce genre de formations-là. Alors, tout cela mis ensemble nous permettra évidemment d'arriver à une forme de rentabilité agricole et aussi réduire, parce qu'il faut considérer aussi les aspects environnementaux et climatiques, ces apports au niveau des nouvelles technologies doivent plutôt permettre de réduire l'empreinte écologique plutôt que de dénaturer non seulement les sols, mais aussi les conditions environnementales et écologiques. Donc, en conclusion, je dirais que le virage vers les numériques, vers les nouvelles technologies reste un impératif, en autant qu'on y mette les investissements qu'il faut, la formation qu'il faut, et cela va fatalement nous amener à améliorer la productivité agricole tout en réduisant l'empreinte écologique au niveau de l'environnement. Voilà donc en quelques minutes ce que j'ai pu réunir comme information à disposition de vous en matière de technologie. Je vous remercie. Merci Jessica pour la projection de la vidéo de l'ingénieur Alexis Maloukaba, qui est un ancien de Yangambi, de l'Unikin, de Jean Blou et présentement il est inspecteur au ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques du Québec. Donc voilà, il est intervenu à partir du Canada. Donc est-ce qu'on pourrait avoir la projection ou la vidéo de l'ingénieur Ando Changa. Serge. Oui. Bonsoir. Ah, bonsoir. Merci. Merci. Ando est avec nous. Oui, pardon. Surprise, hein? Comme c'est interactif, donc nous avons prévenu tout le monde que les vidéos, on va les mettre en ligne, les gens pourraient avoir des détails. Donc, c'était la même chose. Uri Goldman, à partir de Tel Aviv, est intervenu. Et donc, comme tu es en ligne, voilà, je préfère que tu parles directement et voilà. Tout à fait. J'avais suivi une partie de présentation d'Uri et je viens de suivre la vidéo de
de notre confrère donc à partir du Canada. Effectivement, je préférais plutôt parler en quelques mots, synthétiser un peu les choses parce que c'est mieux. Et puis, les gens pourront toujours regarder la vidéo après. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont là. Et merci en tout cas, Serge et Bilanga Abeto, de nous avoir donné cette occasion de partager sur cette thématique. Alors, je ne vais pas reprendre la présentation que j'ai faite, mais je vais juste indiquer aux gens qui nous regardent là tout de suite qu'en fait, la technologie et le numérique dans l'agriculture était le sujet qui nous avait été demandé. Et moi, j'avais pris ça effectivement sous l'angle véritablement de parler du concept qui est sur ça et aussi de décliner en fait des enjeux et de m'interroger sur ce qu'il en était par rapport à la RDC quand on parle de la technologie numérique dans l'agriculture. Après, je donne un point de vue. Alors, ça, vous verrez ça dans la vidéo. Vous pouvez suivre ça dans la vidéo. Alors, je vais cette fois-ci faire l'inverse. Je vais commencer par expliquer qui je suis et mon parcours pour qu'on comprenne en quelques mots les positions et les explications que je donne par rapport à cette thématique. Alors, je suis effectivement Ando Shanghai. Je suis en France depuis plus de 35 ans. J'ai été à Bengamisa, où j'ai fait mes études. Et en France, j'ai découvert l'agriculture bio. Donc, il y a de cela 35 ans. Je suis rentré dans l'agriculture biologique comme ouvrier, maraîchage. J'ai choisi le maraîchage comme point d'entrée. Donc, j'ai fait du maraîchage bio comme ouvrier agricole, chez des maraîchers. Ensuite, j'ai été dans une école pour me former justement en agriculture biologique, où j'ai eu un certificat de spécialisation en agriculture bio. Après, j'ai été chez d'autres maraîchers bio qui font d'autres pratiques comme la biodynamie, donc où j'ai appris aussi pendant plusieurs années. Après, j'ai été dans la commercialisation bio, donc magasin bio, vente de fruits et légumes. Et puis après, j'ai fait une formation d'ingénierie en développement local pour essayer justement de réfléchir sur cette problématique. Pourquoi nous avons des jeunes gens qui font des études agronomiques en RDC et ailleurs en Afrique et qui ne font pas et qui ne deviennent pas des agriculteurs. C'était une question qui m'embêtait. J'étais très embêté par rapport à ça. Et donc, ça a été une réflexion qui continue encore aujourd'hui et sur lesquelles il y a des pistes d'action que j'ai proposées et que je propose. Alors, ça m'a amené plus tard à travailler aussi sur le maraîchage comme chef de culture, sur une exploitation avec des gens en insertion. J'ai travaillé pour une ONG internationale. J'ai été au Mali, Sénégal, machin, accompagné de gens. Bref, je passe. C'est pour dire que quand je parle de l'agriculture et de l'agriculture bio, je ne suis pas… je le dis parce qu'il y a eu un petit pic de Ouri qui, justement, quand il a parlé de lui, en disant « oui, je ne parle pas à partir d'une chaise d'un laboratoire ou d'un bureau de professeur ». Donc, j'ai voulu tout de suite me présenter pour que les gens comprennent que moi, j'ai un parcours très, très professionnel de la bio et de l'agriculture bio et du maraîchage bio particulièrement, et que j'ai formé aussi des gens pour l'Afrique. J'ai été au Mali, Sénégal, Cameroun, dans beaucoup de pays où j'ai accompagné. Et ici en France, j'ai accompagné aussi beaucoup de maraîchers qui se sont installés comme maraîchers. Donc, je sais quand on parle de certaines choses. Donc, je pense que la présentation d'Ori sur l'irrigation, sur les semences améliorées et sur les serres, c'est des choses, on peut en parler longuement et je sais de quoi on peut parler et qu'il y a des choses très intéressantes qui doivent être faites. J'ai vu quelqu'un qui disait, oui, mais chez nous, les serres, ça va augmenter les coûts. Je ne pense pas, avec le problème nous, les serres, ce n'est pas pour la chaleur, c'est surtout pour se protéger de l'eau. Donc, dans les saisons de pluie, si tu as une serre, tu peux avoir des productions qui sont assez intéressantes que celui qui n'en a pas. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, cela étant dit, si on revient à cette histoire, je dois le dire parce que la technologie et le numérique dans l'agriculture, tel que c'est formulé là, ça représente un paradigme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est vendu aujourd'hui
au niveau de la Banque mondiale, FMI et tout ça, et donc FAO, et beaucoup d'organisations parlent de la technologie numérique dans l'agriculture. Donc, c'est quelque chose d'assez précis qui amène ce qu'on appelle l'agriculture numérique. L'agriculture numérique, Ouri a présenté la mécanisation dans l'agriculture. Il nous a présenté la mécanisation, c'est qui vous allez comprendre que moi, c'est ce que je soutiens. Et que plutôt de parler de la technologie numérique dans l'agriculture, c'est-à-dire parler d'une agriculture numérique, je considère que qu'il y a une dimension du numérique qui nous intéresse. C'est l'information et la formation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, franchement, on a des outils qui sont magnifiques pour permettre que la formation puisse rentrer le plus loin possible et que ça puisse véritablement bénéficier à beaucoup de gens. À partir d'un téléphone, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut arriver à faire beaucoup de choses. La commercialisation aussi. Il y a les commerces numériques. C'est quelque chose qui est déjà accessible parce que ça passe par les portables et des choses comme ça. Après, tout ce qui est robotique, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est l'intelligence artificielle, je trouve que c'est très bien. Ça peut être intéressant pour des structures industrielles chez nous. Mais je considère que 70% aujourd'hui des agriculteurs au Congo sont dans une agriculture familiale. Et familiale, je rajoute tout de suite villageoise. Et je considère qu'il y a un paradigme qui est depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y avait deux types d'agriculture. Une agriculture qui est traditionnelle et une agriculture moderne. L'agriculture moderne, c'est l'agriculture que l'Occident a amenée, et l'agriculture traditionnelle, c'est les villages qui portent ça. Mais je dois vous avouer que moi, quand on me dit, par exemple, culture de subsistance, je suis un peu agacé. C'est-à-dire que la catégorisation, chez nous, on catégorise les cultures de subsistance et on catégorise les cultures industrielles ou les cultures de rente. Mais quand vous venez, que ce soit en Belgique, Ouri pourra le confirmer, ou en France, tu ne trouveras jamais cette catégorisation. Il n'existe pas. Le blé est utilisé pour faire du pain, le blé est utilisé pour l'alimentation animale, le blé est utilisé pour plein d'autres choses, pour la bière, pour ce que tu veux, mais en aucun moment on considère que on ne les positionne pas comme subsistance ou bien industrielle. On les positionne comme grande culture. Voilà comment on appelle ça. C'est la grande culture. Or, chez nous, on a décidé que certaines cultures étaient des cultures de subsistance, c'est-à-dire pour survivre, et l'autre était pour gagner de l'argent, donc de rente. Et ça, c'est quelque chose qui a été un choix colonial et que nous avons repris ça et jusqu'à présent, on continue à parler comme ça. Et moi, ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Et ça nous amène à un deuxième point. C'est-à-dire qu'ici en France ou en Belgique ou même en Israël, il y a des gens qui sont des agriculteurs, des producteurs, des exploitants agricoles. Ces gens-là, ils ont un statut, un métier. C'est-à-dire qu'on ne devient pas agriculteur, on est comme ça, on décide de devenir. Serge est médecin. Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui venir dans un hôpital et dire « je suis médecin ». Non, il y a un parcours pour devenir médecin. Il y a un parcours pour devenir infirmier. Il y a un parcours pour devenir, mais il n'y a pas de parcours pour devenir agriculteur. Les agriculteurs chez nous, c'est les villageois. C'est-à-dire toute personne qui est au village est agriculteur. Ce qui est presque vrai. Mais on sait très bien que s'il y a une usine de clous, bien d'autres choses qui s'installent dans le village, la moitié des gens vont aller travailler, ils vont abandonner la production agricole. Donc l'agriculture comme métier n'est pas encore une réalité chez nous. Et ça pose un problème qu'on n'arrive pas à gérer. Et c'est pour cela qu'on a un problème. Par exemple, tout ce qui est dit, par exemple, sur l'irrigation, les semences, les serres, oui, mais est-ce que tu vas aller le faire dans des villages? Ce sont les villageois qui vont s'en approprier? Je doute. Mais est-ce qu'il y avait des producteurs, c'est-à-dire des gens qui se lèvent le matin et qui ont fait des écoles? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles agricoles chez nous, que ce soit au niveau, je dirais, au niveau du lycée, en fait, de humanité, hein, que ce soit au niveau humanité ou bien au niveau
BTS, enfin, ça dit technicien ou bien niveau ingénieur, nous avons beaucoup de gens qui font des études agricoles. Mais combien deviennent des agriculteurs? C'est-à-dire des gens qui, le matin, ils se réveillent, il dit, je vais au travail. Il dit à ses enfants, Madame, Bibi, oh, on se voit tout à l'heure, je suis au champ, je vais faire mon travail. Il y en a combien? Eh bien, ça, c'est un problème qu'on n'a pas résolu. C'est-à-dire tous les gens qui font les études agricoles, comme moi j'avais fait, eh bien, nous allons à l'administration, on va devenir des profs, des enseignants, on va continuer à avoir des doctorats, on va faire plein de choses, mais la seule chose qu'on ne fera pas, c'est devenir des producteurs agricoles. Eh bien, tant qu'on n'aura pas de producteurs agricoles, on va louper quelque chose, c'est-à-dire que tout va nous passer toujours. Parce que c'est eux, ces gens-là, qui pourront être le maillon qui permettra de tirer l'agriculture villageoise et en même temps de servir, je dirais, des leviers pour le développement et la croissance économique. Et nous avons un problème à régler. Ce problème-là, on ne peut pas le sous-estimer. Alors, moi, j'ai toujours pensé que les jeunes gens qui font des études agricoles, si on leur donnait les moyens de se former maintenant comme producteurs, parce qu'il ne faut pas croire, hein, parce qu'on a fait une étude d'ingénieur ou machin, qu'on devient producteur. Non, parce qu'être producteur, c'est gérer une entreprise. C'est gérer une entreprise. Cette entreprise s'appelle mon exploitation agricole. Il y a un plan de production à mettre en place, il y a une connaissance agronomique très pratique, l'utilisation de matériel agricole. Tu vas utiliser un tracteur, tu vas faire ceci ou cela. Tout ça, il n'y a pas. Personne n'est formé chez nous. Personne ne va faire des stages dans ce domaine-là. Donc, on a un vrai problème. Alors, si on parle des technologies des numériques dans l'agriculture, moi, je veux bien. Mais je vous dis, ça restera encore des théories qui vont remplir de plaisir beaucoup de professeurs, des chercheurs qui vont faire des séminaires autour de ça. Et moi, je pense que ce n'est pas la chose qu'il y a. La priorité aujourd'hui chez nous, effectivement, oui, tu as raison. Il faut faire l'irrigation, il faut apporter des gouttes à gouttes. Oui, quelqu'un dit oui, il pleut beaucoup chez nous, donc on n'a pas besoin. Non, je ne crois pas. On a besoin de gouttes à gouttes. Des gouttes à gouttes, au lieu de faire de l'aspersion avec tout le matériel manuel qui demande beaucoup d'énergie, la pénibilité. Il y a une pénibilité évidente. Utiliser la roue est une pénibilité. Donc, moi, je suis un partisan des technologies, mais des technologies appropriées qui permettent effectivement d'améliorer. Pour les villageois, il y a des choses qu'on doit donner, éviter que les gens continuent à travailler d'une certaine façon, que ce soit pour la production, pour l'entretien, pour le stockage, pour la transformation. Il y a vraiment des nécessités. Mais si on veut développer l'agriculture congolaise, il faut des producteurs, des métiers, c'est-à-dire des gens qui vont devenir vraiment des producteurs. Et ces gens-là pourront organiser demain de vraies coopératives. Parce que les coopératives telles qu'elles sont là, ça ne fonctionnera jamais parce que j'avais un professeur qui me disait la coopérative est fille des nécessités. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui décidez que les gens doivent se mettre en coopérative. Les gens se mettent en coopérative parce qu'ils ont besoin d'être ensemble et de constituer une certaine force. Et cette force-là va aussi bien dans la production, on peut mettre des matériels ensemble, ce qu'on appelle ici en France, par exemple, la CUMA, c'est-à-dire une coopérative d'utilisation de matériel agricole, c'est-à-dire on est 3 ou 4, ben, on n'a pas besoin d'avoir une moissonneuse. Chacun ne va pas acheter une moissonneuse. Si on est 4 ou 5, ben, on achète une moissonneuse, on sait que ça va tourner, chacun va mettre son coup et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais je pense véritablement que nous avons la possibilité effectivement d'utiliser les numériques, les technologies, mais nous devons être très, très attentifs pour que cela soit des choses très concrètes, des choses qui permettent d'améliorer la rentabilité, qui permettent de réduire la pénibilité, qui permettent effectivement aussi d'éviter les excès. Parce que l'agriculture numérique est une agriculture qui est venue pour justement corriger les excès. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde parle de la transition agroécologique. Alors, comment on y fait? En Occident, je parle. Et en Occident, on sait très bien que beaucoup ne peuvent pas faire la bio. Ils vont rester à l'utilisation des engrais chimiques ou des produits chimiques. Alors, comment faire pour réduire ça? On va aller numériser. On va aller de niveau macro au niveau micro. C'est-à-dire on va positionner, par exemple, les engrais sur le pied de la plante directement. On va mettre le produit chimique de manière à éviter
une dispersion. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, c'est très bien, c'est cette volonté-là. Mais nous, le problème, c'est pas ça. Nous, on n'a pas ce problème-là. On a un autre problème. Notre problème à nous, c'est de maintenir effectivement un système qui soit un système agroécologique, mais qui soit performante, qui soit productive, qui soit intensivement écologique. C'est-à-dire que nous devons être capables de ça, en utilisant effectivement, que ce soit des semences qui soient améliorées, que ce soit une irrigation adaptée, que ce soit des systèmes de serre, que ce soit des matériels de production, de transformation. Il y a beaucoup de choses. Mais nous devons surtout avoir des hommes et des femmes qui se réveillent le matin, qui disent « je veux travailler dans mon champ ». Et ces gens-là, ils peuvent partir avec son cadre. Moi, ça ne me dérangerait pas que ces gens soient riches, qui gagnent de l'argent. Mais ces gens-là, ils restent et puis leurs enfants vont regarder en disant « plus tard, je serai comme mon père ». Et non pas quand ils regardent dans le village, ils voient sa tante, il dit « ah non, moi, je vais aller en ville. Je préfère aller en ville ». Mais l'enfant qui va commencer à regarder son père ou sa mère en disant « ah, moi, je vais prendre la succession, je vais prendre derrière vous parce que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ». C'est de ça qu'on a besoin. Et ces gens-là, effectivement, ils ont besoin de moyens et tout ça. Effectivement, nous devons nous battre. Moi, je vous dis, sur le plan de la loi, nous devons nous battre. Ando, voilà. OK. Ando, merci Ando. Et vous savez, quand j'écoute Uri Goldman, j'écoute Ando, j'écoute l'ingénieur Alexis Malou, en fait, le marché agricole Bilangabé, nous l'avons appelé le marché de l'intelligence agricole parce que on a besoin de toutes ces réflexions, on a besoin de tous ces apports, on a besoin de toutes ces expériences que vous avez. Donc, je suis obligé de t'arrêter parce que sinon, moi-même, je suis emporté, le temps est en train de passer. Alors, il y a des questions. Je vois déjà dans le chat, bon, je présente mes excuses parce que les gens vont rester sur leur soif. On sera obligé d'arrêter à un moment donné, mais il y a des questions. On va rapidement prendre des questions et voilà, essayer de… Les questions, c'est vrai qu'on discute dans le chat, mais à partir de mon appareil, je ne sais pas voir toutes les questions qui sont posées, les mains levées. Jessica, si tu sais mieux voir, voilà, on va les prendre. Bon, dans le chat, il y a, c'est vrai que Ando, parce que tu parles de la transition agroécologique et tout ça, du bio. Le bio, c'est vrai que le bio est tiré dans tous les sens. Celui qui se réveille, voilà, si c'est la science, voilà, on parle de bio. Si ce sont des affaires, on veut vendre, on parle de bio. Si on est en politique, on parle de bio. Quelqu'un a posé la question, c'est quoi le bio? C'est quoi le bio? Voilà. Est-ce que, parce que tu en parles directement et tu en parles de manière intense, quelle est la définition que tu nous donnes du bio? En fait, il y a une définition, il y a des définitions simples, parce qu'en fait, moi, quand je parle de la bio ici en Europe, c'est un label. Et qui dit label, c'est des normes. C'est quelque chose qui est normé par la loi. Il y a une loi, donc quelqu'un ne peut pas s'improviser et dire je fais de la bio, parce qu'il y a la loi. Tu dois respecter et rentrer dedans. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, la bio, ce n'est pas juste parce qu'au départ, c'est une agriculture qui se positionne en fait en contradiction avec ce qui se passe de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'était la généralité? Pendant des années, la généralité, c'était utiliser les engrais chimiques, utiliser les produits de traitement, utiliser des semences sélectionnées, en fait. Bref, toute une panoplie qui a été créée après la sortie de la guerre de 40-45, surtout, hein, qui a été activée. Alors, les gens qui se sont dit non, ça crée des problèmes, il y a des pollutions, il y a des problèmes de maladies, il y a des choses comme ça, ils ont décidé de dire nous n'utilisons pas, nous ne faisons pas, nous ne faisons. Mais ça, c'est une façon négative de définir la bio. Moi, j'aime toujours définir la bio de manière positive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je dis, c'est une démarche mentale. D'abord, c'est une démarche de la pensée. C'est-à-dire, celui qui dit je fais de la bio, c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport
à un environnement, à une réalité, en se disant, je produis pour nourrir les hommes, les animaux aussi. Je produis, qu'est-ce que je produis? Je dois produire quelque chose qui a de la vitalité, quelque chose qui a de la vie. Parce que le produit on a sorti après la guerre des 40-45, parce qu'il fallait nourrir l'Occident, hein, donc c'était des produits, on s'en foutait de savoir si ces produits-là, ce qui était important, c'est de nourrir les gens. Donc, il y a eu des excès avec des produits qui ont été exagérés et l'industrie est venue s'ajouter là-dedans en créant quelque chose où aujourd'hui on voit des maladies, beaucoup de maladies et tout ça, c'est des choses qui sont référencées, documentées. Donc la bio, c'est une agriculture qui se veut responsable par rapport à la vie et qui se pose des questions en utilisant l'agronomie. Quand je dis l'agronomie, c'est la science véritablement de la terre. C'est-à-dire, un agriculteur bio, c'est quelqu'un qui connaît comment fonctionne son sol. Ça, c'est la première des choses pour un agriculteur bio, c'est de connaître comment fonctionnent les sols et qu'est-ce que les plantes ont besoin. Ce n'est pas un problème juste de faire NPK. Non, les plantes ont besoin de plus qu'un NPK. Parce que c'est comme l'être humain. Moi, je ne sors pas le matin en me disant je vais tomber malade, donc je prends des médicaments en me disant il faut que je ne tombe pas malade. Non, je me nourris convenablement, je vis d'une certaine façon, d'hygiène de vie et tout ça, et c'est ça qui fait que je suis en bonne santé. Et bien, exactement de la même façon, nous sommes dans les domaines où les plantes sont des êtres vivants qu'il faut savoir connaître, et il faut savoir qu'ils vivent dans un environnement qui s'appelle les sols, et ces sols, il faut les connaître, comment ça fonctionne, et l'interaction entre le sol et la plante, pour permettre à ce que tu aies des plantes en bonne santé. C'est aussi simple que ça. C'est ça la bio. Après, maintenant, on peut aller loin, mais bon, je m'arrête là. Merci. Uri Goldman, est-ce qu'en Israël, est-ce la même définition que vous avez en Israël? Quelle est votre approche de cette agriculture bio? Alors, je n'ai pas de réponse précise à apporter. Je peux juste dire que les fruits et légumes bio qui sont vendus en magasin répondent à des normes, et essentiellement des normes qui garantissent que le produit n'a pas été traité avec certains produits chimiques. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai jamais travaillé dans un département de culture bio, même si ça existe. Le kibbutz travaille la culture bio parce que c'est un domaine à très haute valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle c'est exploité, et je n'ai jamais eu cette passion du bio. Je suis plus pour les machines, la mécanisation, les engrais par la force des choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne connais pas. Ok, bon, Uri Goldman, toi qui as une expérience dans le Katanga, le Kasaï, quand on parle du numérique dans l'agriculture ou de l'agriculture numérique, est-ce que tu trouves que voilà, c'est superflu de proposer en RDC notamment voilà, des développeurs, de susciter des développeurs d'applications et tout ça? Il y a même des concours à l'adresse, hein, adressés aux jeunes, à l'attention des jeunes pour qu'ils développent des applications qui faciliteraient les tâches, les choses dans le secteur agricole. Donc, pour toi, est-ce quelque chose d'effectif ou quelque chose d'assez fantaisiste connaissant la réalité congolaise et c'est ce que décrivait tout à l'heure Ando Chanachan? Dans le document que j'ai envoyé à Bilingue, il y avait tout, et que certains pourront visionner sur vos réseaux sociaux. J'ai également dit que je ne m'étendais pas sur le domaine du numérique parce que c'est un domaine que je connaissais moins et que d'autres personnes sont nettement plus qualifiées que moi, particulièrement en RDC, particulièrement des informaticiens et des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires, des opérateurs économiques qui sont plus spécialisés dans le codage et dans la programmation. Néanmoins, j'avais émis l'idée de manière brève qui serait utile, qui serait opportun d'utiliser la fenêtre temporelle actuelle pour que des développeurs se mettent sur le développement d'une application qui permettrait de mettre, par exemple, les producteurs et
traders et les consommateurs, voire les consommateurs finaux ou les acheteurs finaux en contact. Il serait également utile d'avoir une plateforme fiable au niveau du prix des denrées. Ça veut dire du prix des denrées à Kinshasa, du prix des denrées à Kinshasa, Goma, dans les principales villes qui sont desservies par des aéroports, par des avions en tout cas. Ça permettrait de créer certaines connexions et de voir si les prix sont alignés. Ça permettrait également de, comme l'a dit Ando, de diffuser un savoir cachère, comme on dit en Israël. Ça veut dire que c'est garanti que c'est vrai, parce que moi, on entend beaucoup de vraies informations, mais on entend aussi beaucoup de conneries. Hein. Et malheureusement, quand on est au village, les gens sont, et je vais y revenir juste après en parenthèse, Ando disait qu'il y a cette agriculture de professionnels et cette agriculture familiale, de cette agriculture traditionnelle. J'en parle d'ailleurs dans le deuxième webinaire, je m'étends sur ça, et Ando, sans se connaître, on se retrouve vraiment. Ou alors tu as regardé l'autre webinaire et tu t'es inspiré de ça, mais vraiment, on se retrouve sur 95% des sujets dont tu parles. J'ai complètement le même avis que toi. Et donc, au village, les gens sont prêts à pratiquement tout accepter parce qu'ils vivent malheureusement une agriculture de subsistance. J'appelle même ça, quand j'échange mon expérience du Congo avec des camarades en Israël, je leur dis que c'est même pratiquement une agriculture de survie. Et donc, les gens sont pratiquement prêts à sauter sur n'importe quoi qui pourrait les faire rêver d'avoir un meilleur rendement en fait, dans le champ. Et donc, il faut particulièrement veiller à ce que les explications et les théories qui sont dispersées soient des théories valables et que les explications et que la théorie qui est distribuée soit parfaitement fiable, cachère, comme on dit en Israël, c'est-à-dire conforme. Ok, merci beaucoup. Les participants, s'il y a des questions ou des contributions, parce que nous sommes en train de conclure, c'est très intéressant le partage d'expériences, des différentes approches sur la question. Et donc voilà, je vois Madame Annie Mandungu qui a demandé la parole. Jessica, est-ce qu'on peut accorder à Madame Annie Mandungu de s'exprimer? Bonsoir. Je sais que Madame Annie Mandungu va faire encore le plaidoyer des jeunes. Hein. Elle porte toujours ces jeunes sur tout le webinaire. Exactement, exactement. Je voudrais rassurer encore. En octobre dernier, nous avons eu une très belle expérience avec les jeunes. Ça s'est passé en Kandou, qui se trouve pas loin du jardin botanique à Kisangani, avec une quarantaine, 50, ils étaient même, de jeunes, dont la plupart étaient des ingénieurs agronomes. Ça a été une très belle expérience. C'est pour ça que je voudrais vous rassurer que même s'ils ne sont pas des milliers, ils sont suffisamment nombreux pour entrer dans cette belle aventure. Parce qu'eux, ils savent utiliser les GPS, ils savent utiliser tout ce que moi, je ne sais pas utiliser. En fait, ils fonctionnent comme vous. Le seul grand problème, je reviens là-dessus, Serge, ils n'ont pas de terre. Et nous, on est en train de tenter une expérience sur un petit morceau de terre de 4 hectares, de leur accorder des bouts de morceaux de terre pour qu'ils fassent, parce qu'ils ont, l'agro-bootcamp, c'était une expérience agroécologique. C'est les jeunes au niveau de l'Afrique. Donc, l'idée, c'est de leur permettre de travailler sur 50 mètres en agroécologie, mais en jardin de case, parce qu'après, ils doivent être capables de passer du jardin de case à l'agroforesterie. Moi, je suis 100% agroécologie, 100% agroforesterie, mais avec des arbres indigènes. Je veux pouvoir faire comment on appelle ça, de l'huile de safou, de l'huile de tout ce de nos produits. Et c'est le grand travail que nous faisons avec eux, parce qu'après octobre, eh bien, nous continuons. Nous avons un groupe WhatsApp et je plaide encore pour eux
la terre, pour que tout ce que vous voulez leur apprendre, ils sont preneurs, hein? Ils sont preneurs, tout ce que vous voulez leur apprendre, il faut de la terre. Et quand vous parliez du rôle de nos dirigeants, de l'investissement, il faut investir dans ces jeunes. On les envoie dans les écoles, à l'université, faculté de sciences agronomiques, et après on les lâche dans la nature. Nous devons nous coaliser pour les aider à aller de l'avant et à devenir des vrais entrepreneurs verts. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne cesserai de revenir là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Serge, Vous avez dit, Annie, vous avez dit quelque chose de très important, si je peux vous compléter. Vous avez dit que ces jeunes sont volontaires et ouverts. Et il s'agit de deux qualités qui sont nécessaires aux personnes qui veulent débuter une exploitation agricole, parce que dans le cadre de mes fermes au Congo, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux types de personnes. Les personnes qui sont professionnelles et fermées, et d'autres personnes qui sont professionnelles, mais avec un esprit ouvert. Ça veut dire qu'ils sont ouverts au modernisme et ils sont aussi ouverts aux conseils et aux nouvelles technologies. Ces personnes sont capables d'admettre que les choses ont bougé depuis 1965 ou depuis 1970 ou même depuis les années 80 et de l'intégrer et de commencer à travailler avec ces nouvelles données ou ces nouvelles méthodes. Donc, Annie, vraiment, moi, je vous souhaite tout le succès pour les opérateurs économiques et agriculteurs de demain, dont je suis certain qu'ils se trouvent déjà, je suis certain que plusieurs se trouvent dans votre groupe. Les jeunes sont le Congo de demain. Ils sont le Congo de demain. Vraiment, tous mes encouragements. Oui, Annie, on se verra, hein, on se verra bientôt. Plus tôt que tu ne le penses, on se verra. Moi, j'ai étudié à Kisantu, hein, j'ai été à Saint-Jean-Bosco, j'ai été en Banzavoma et puis j'ai fini au CMS. Donc, ça, c'est mon terrain, je connais bien. Et les jeunes qui viennent du jardin, ceux qui sont formés au niveau du jardin, c'est un vivier. Je pense qu'il y a une démarche à mettre en place avec les écoles déjà, parce que ça doit commencer à ce niveau-là. C'est-à-dire toutes ces écoles qui forment des gens en agriculture doivent développer automatiquement des terrains d'application. C'est que tu es en train de parler des terres. Les petites surfaces que tu donnes là, normalement, c'est les écoles qui doivent commencer déjà à les faire. C'est-à-dire qu'au niveau des écoles, il faut qu'il y ait des terrains d'application où on va commencer à voir. C'est là la motivation, c'est que dit Ori. Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas devenir producteurs. Et ils ont raison, c'est leur droit. Mais ceux qui veulent, il faut qu'ils les deviennent vraiment, mais en bons professionnels. Et pour cela, ils doivent commencer très tôt à s'essayer avec des petites surfaces. Après, ils vont passer à un niveau plus élevé. Et après, apprendre aussi la mécanisation. Parce que, franchement, sans avoir une maîtrise au niveau de la mécanisation est quelque chose d'incroyable, mais qui aura du mal à fonctionner. Hein. Moi, j'ai des amis. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai formé des gens même qui sont des partisans de la permaculture ou bien des cultures sans travail des sols. Je connais beaucoup de choses, mais je vous dis, il y a des utopies, mais il y a aussi des choses qu'on peut se permettre en Occident parce qu'ils ont, quand on a beaucoup de possibilités, on peut faire plein de choses. Mais chez nous, il y a un vrai problème. On doit utiliser certains outils pour améliorer et réduire la pénibilité. Il y a vraiment un problème de pénibilité dans le travail. La pénibilité. Ah ouais. L'agriculture, c'est un métier qui tue. Même ici, moi qui vous parle, j'ai un dos depuis 20 ans, je trimballe un problème de dos depuis 20 ans. Donc, je sais de quoi on parle. Alors, je ne peux pas accepter que des jeunes gens puissent se tuer au travail alors qu'il suffit d'utiliser les matériels parfois un peu plus adaptés qui les aident à pouvoir s'améliorer. Donc, très bien, courage, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des avancées dans ce domaine-là. Nous allons nous y mettre, c'est un combat qu'on partage, donc il n'y a pas de problème.
Serge, tu as disparu. Je ne t'entends plus. Non, Serge, il nous laisse parler. Ah, il nous laisse parler. Ben, écoutez. Je voulais, Ando. Voilà, je suis là, je récupère ma parole. je reprends mon volant. Donc, il y avait Christian Mouyaya. Est-ce qu'on peut rapidement, Christian, il y a deux personnes, hein, Christian Mouyaya et l'ingénieur Jacques Lifendi, et on va clôturer. Voilà. Jessica, on peut accorder à Christian Mouyaya et à l'ingénieur Jacques Lifendi. Soyons directs, bref, et on va conclure. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous me saisissez très bien. Je suis Christian Mouyaya. Je suis un jeune, comme j'ai entendu, on a parlé plus des jeunes, on a parlé de la maîtrise des outils. Je suis consultant environnementaliste et entrepreneur, puis responsable du cabinet de consultance RFS Consulting. En fait, nous évoluons dans le domaine de gestion de l'environnement et parmi nos outils de base, il y a le SIG, le système d'information géographique, et la télédétection appliquée. Voilà, si j'ai bon plutôt intervenir parce que nous avons compris lors de nos analyses sur terrain que beaucoup de nos agriculteurs, surtout à Kinshasa en particulier, et puis en RDC en général, n'ont pas encore la maîtrise des outils. Donc, ils ne se servent pas des outils pour faire avancer un peu leurs activités. Donc, chez nous, l'agriculture est encore restée à l'étape où on commence à s'aimer et puis on attend juste tout ce qu'on va récolter, sans toutefois, par exemple, savoir combien. Mais grâce aux outils, par exemple, grâce à la télédétection, grâce au SIG aujourd'hui avec l'avancée de la technologie, par exemple, là, se servant des appareils tels que les drones, il y a même des drones spécifiques pour l'agriculture, des capteurs où on met, grâce à ces images aériennes-là, on peut détecter déjà dans son champ quels sont les endroits où la culture est menacée, ou bien quelle est la capacité de production de son champ, déjà dès le début. Donc, ce que nous essayons un peu de faire, nous sommes aussi en train de sensibiliser aussi les jeunes. Nous avons dans la boîte quelques jeunes de l'INIKIN qui ont pris conscience de ces outils-là, qui suivent la formation chez nous. Donc, j'ai juste bon intervenir pour dire qu'en fait, il y a des structures déjà au niveau de Kinshasa qui se battent dans ces domaines-là, mais c'est juste qu'il y a encore trop de structures qui évoluent dans le domaine agricole qui ne veut pas encore faire ces passages-là. En fait, plutôt utiliser la nouvelle technologie, c'est servir des nouveaux outils qui sont maintenant disponibles pour un peu augmenter que ce soit leur productivité ou bien en savoir plus sur leur champ. Il y a M. Godman, je crois, qui a parlé des deux types de personnalités qu'il a compris ici au Congo. Cela est vrai. Il y a des gens qui sont professionnels, mais qui sont trop fermés parce que même nous, les jeunes qui ont jugé bon se focaliser sur la nouvelle technologie, nous sommes combattus. Donc, les gens qui sont devant nous ne veulent pas faire ces passages-là pour eux. Ils se sont fait des seigneurs dans leur domaine. Moi, je connais l'agriculture depuis les années 80, depuis les années 60. Qu'est-ce que vous allez venir me dire avec de nouvelles technologies? C'est là le vrai problème. Donc, on accepte pas facilement l'innovation. Mais toutefois, donc, en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Nous sommes là, nous sommes à Kinshasa. La structure se nomme RFS Consulting. Mais nous avons déjà quelques jeunes où nous sommes en train de former et puis encadrer sur la maîtrise des outils tels que le SIG ainsi que la télédétection appliquée. Merci. Merci, hein. Merci Christian. Je vous encourage à prendre contact avec le marché agricole Bilanga-Betou. Donc, ce sera intéressant de tisser des partenariats, de promouvoir des partages avec votre structure. Donc, pour tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec Bilanga-Betou, la coopérative agricole Bilanga-Betou, je suis en train d'écrire dans le chat mes contacts et voilà, n'hésitez pas de m'écrire ou de m'appeler. On termine avec l'ingénieur Jacques Lifendi. On peut accorder à l'ingénieur Jacques et on va clôturer. Alors, vous m'entendez? Oui, ingénieur, nous vous suivons. Ok, je suis avec beaucoup d'attention l'intervention de Goldman, de mon ami Ando Changachanga. Salut, je te vois, ça fait longtemps, on a parlé au téléphone, c'est la première fois que je te vois en face. En fait, il y a un problème très sérieux. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour que les gens changent leur façon de voir les choses.
On parle bien de la numérisation de l'agriculture numérique, mais il faut qu'il y ait des gens qui comprennent ça pour essayer d'amener ça sur le terrain. L'agriculture est le seul métier où tout le monde peut s'improviser. Tout le monde ne peut pas s'improviser médecin, mais tout le monde peut se faire agriculteur. Mais c'est les grands challenges que nous avons dans Bilangabeto, c'est essayer de faire comprendre aux gens que nous devons changer la manière de faire les choses. Parce que nous pouvons tous aller au champ, mais si nous continuons à faire cette agriculture empirique que nous avons toujours fait, alors qu'il y a des moyens technologiques qui peuvent faciliter cette agriculture, nous n'irons pas nulle part. Donc, il faut un effort est fait à Bilangabeto. Nous sommes en train d'accompagner les gens techniquement pour leur faire voir l'avantage d'avoir une agriculture intelligente, l'avantage d'utiliser des moyens des nouvelles technologies pour essayer de maximiser le rendement et employer utiliser moins d'efforts, comme l'a dit Ado Changashanga. Donc, c'est le grand challenge que nous avons. C'est très bien, les interventions ont été très, très bénéfiques. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais nous sommes décidés à faire changer les choses. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Jacques Lifendi. Donc, cher Uri Goldman, cher Ando Changashanga, grand merci à l'ingénieur Alexis Malou à partir du Canada. Le professeur Kizungu a aussi envoyé sa vidéo, donc on l'aura sur les réseaux sociaux. Donc, nous aimerions bien rester en contact avec vous, Uri Goldman, Ando Changashanga, dans le cadre de la collaboration avec Bilangabeto, du marché agricole Bilangabeto. Les sujets ont été très intéressants, très pertinents. Et justement, sur le terrain, nous vous attendons et nous voulons passer à l'action. Nous voulons mettre en pratique ce que vous avez développé et ce que vous avez partagé. Donc, merci à tous les participants. Encore une fois, bonne soirée. Les replays seront disponibles ainsi que les vidéos de nos intervenants. Bonne soirée chez vous. Demain, nous allons parler des forces et faiblesses, des opportunités et menaces du secteur agricole en RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au plaisir.